Alright, salut tout le monde, bienvenue au MVP Performance Podcast. Sur l'épisode d'aujourd'hui, c'est seulement Bam et moi. On a eu une conversation très intéressante sur l'entraînement de la force. À savoir peut-être les bienfaits de l'entraînement de la force. On va parler de plusieurs minutes en faisant l'entraînement de la force, c'est là qu'est-ce qui est intéressant à faire, comment, et ainsi de suite. Puis c'est qu'est-ce qui pourrait être même néfaste pour les entraînements, pour les gains de ball en faisant de l'entraînement de force. Puis on va conclure en parlant de comment entraîner la force. Alright, on est parti pour un nouvel épisode du MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, deuxième épisode de la mini-série sur l'entraînement. Aujourd'hui, le sujet duquel on va parler ensemble, Bam et moi, c'est l'entraînement de la force, quelque chose qui est, je pense, qui est vraiment mis en place ou qu'on voit beaucoup en ce moment à ce temps-ci du off-season chez les athlètes. On parle souvent en début d'off-season, on entend souvent parler de phase d'hypertrophie, on entend souvent parler de phase de force. Puis là, on va voir un paquet de méthodes d'entraînement utilisées dépendamment d'un préparateur physique à l'autre. Puis aujourd'hui, notre objectif, c'est de parler de nos visions par rapport à ça, surtout celle de BAM, en fait. Puis peut-être éclaircir certaines idées que pour certains, c'est pas clair. Fait que Bam, pour commencer, veux-tu nous parler un peu de toi, où est-ce que tu as été introduit à l'entraînement de force? Parce que je sais qu'il y a un moment où est-ce que c'était comme, c'est ça qui te faisait triper à l'entraînement. Puis là, je te vois moins faire de force avec les Jefferson Curl. Fait que, tell me a bit more about it. Yeah. Je pense que le pic où est-ce que j'étais comme all-in sur prendre de la force, puis on va définir ici prendre de la force comme étant mettre de plus en plus lourd sur la barre, parce qu'on va voir qu'il y a une grosse distinction entre les deux, surtout pour un team sports athlete, surtout pour un joueur de foot. C'est pas tout à fait la même chose. Mais le moment dans ma vie où est-ce que je voulais vraiment pousser mes poids au max, je pense que c'était quand j'étais à la fin de mon cégep à Garneau, où est-ce que c'est là que je commençais à être un peu plus sérieux dans mon training, plus assidu. Puis le trainer là-bas et la culture qu'on avait d'établi là-bas, c'était vraiment comme ça valorisait vraiment beaucoup. Si tu benchais plus fort, si tu squattais plus fort, si tu deadliftais plus fort. Fait comme ça a teinté mon parcours à ce moment-là. Puis quand je suis rentré au début, dans mes premières années à l'Université Laval, j'ai gardé un petit peu ce momentum-là. Et j'ai continué de lifter lourd à toutes les semaines, puis à continuer d'essayer de pousser mes poids, là. Tu sais, comme, on parle de squat, on parle de deadlift. Il y avait aussi le hang clean que j'aimais beaucoup, que je cleanais beaucoup. À ce moment-là, je pense que je valorisais trop la force en tant que mouvement de lift que je load. Je pense que je surestimais beaucoup ce que ces mouvements-là pouvaient faire pour mes performances sur le field. Maintenant, j'ai une vision plus balancée, plus équilibrée probablement. Mais back then, j'étais huge. Puis cette vision-là, cette philosophie-là de phase de force, d'importance de la force, parce que on peut dire ce qu'on veut, on ne se cachera pas que d'avoir un certain niveau de force, ça reste que c'est important dans plusieurs sports, Yeah. si pas tous les sports, Seulement. surtout le football. Mais d'où vient cette philosophie-là dans le monde du football, surtout, puis probablement dans le monde de l'autre sport, mais ça vient d'où ça, l'intérêt d'être aussi centré peut-être sur les numbers, comme toi tu l'étais de ton bench, ton squat, ton deadlift, puis ton clean, qui sont comme les big lifts. Souvent, on entend parler de ratio, de OK, ben, faut que tu bench une fois et demi ton body weight, faut que tu squat 2 fois ton body weight, faut que tu deadlift 2 fois et demi ou 3 fois ton body weight. Comme. Ça vient de où tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus sensé peut-être dans un sport comme le powerlifting ou est-ce que ça peut même encore à ce jour avoir sa place dans un sport comme le football d'établir certains ratios, certains standards, certaines normes? Écoute, je pense que les choses dont tu viens de parler, là, ça vient de trois choses. Un biais un biais de réflexion dans le sens, un biais de logique dans le sens qu'on pense que la force est comme une qualité qui va soutenir toutes les autres au-dessus, comme la puissance et la vitesse. Je pense qu'il y a un effet de culture où est-ce que l'entraînement avec les poids était à la base très, très, très influencé par les entraînements en bodybuilding. Puis par la suite, le powerlifting a eu une très grosse influence
sur l'entraînement en musculation, même pour les team sports athletes. Puis la troisième affaire, c'est qu'on aime juste, les humains aiment juste les chiffres. Fait que c'est comme facile pour un trainer ou pour un athlète de se dire, OK, je bench tant, j'ai gagné, je pousse 5 livres, 10 livres, 15 livres de plus sur mon bench. Ça te fait feel good, tu as l'impression d'avoir progressé. Je pense qu'on peut même devenir addict à ce feeling-là. Les trainers peuvent default à des ratios, à des chiffres pour justifier que leur travail est bien fait. Pour dire, hey, je fais une bonne job parce que mes athlètes, maintenant, ils squattent 40 livres de plus en moyenne qu'au début de l'année. Job is done. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu as aidé tes athlètes à devenir des meilleurs athlètes. Fait que, ça peut être un mix de toutes ces choses-là. Je veux commencer par peut-être l'influence de la culture d'entraînement. Je veux dire, les powerlifters, OK? Eux, le but de leur sport, c'est de lever plus lourd. Peu importe qu'ils soient réellement plus forts ou moins forts, s'ils mettent plus de poids sur la barre puis que le lift est accepté en compétition, c'est tout ce qu'ils veulent. Pour le reste, eux, ils s'en foutent. Fait que, c'est sûr que ça va se refléter dans leur training et dans leur philosophie d'entraînement. Maintenant, pour un joueur de foot, c'est pas tout à fait ça. Tu veux pas nécessairement loader sur ta barre le plus possible. Tu veux utiliser les poids comme outil pour aller chercher un meilleur recrutement musculaire. Okay? C'est ça la grosse distinction. Pour nous, les joueurs de foot, c'est un outil. Pour le powerlifter, c'est the end of the beam. Donc ça, c'est une grosse distinction à faire. Fait qu'il faut faire attention à tout ce qui est influence de powerlifting, utiliser des pourcentages, utiliser des méthodes de style Westside pour entraîner nos joueurs de football. Parce que leurs besoins sont vraiment plus larges et complexes que juste lever lourd en compétition. Malgré tout ça, penses-tu que ça peut avoir sa place d'utiliser des méthodes comme ça, d'utiliser certaines méthodes, d'utiliser certains standards, puis de viser à être plus fort, d'augmenter la charge sur la barre, juste pour peut-être clarifier, parce que la façon dont je le vois pour toi, c'est... Ouais. En tout cas, la façon dont je le comprends en ce moment, c'est que c'est un outil pour arriver à autre chose. Puis... Mm-hmm. Mais dans la façon dont je vois l'entraînement, où j'ai été, la philosophie d'où je viens d'un point de vue d'entraînement, ça reste que la surcharge progressive a sa place. Je pense que c'est une des méthodes d'assurer une progression, dépendamment de ce que toi tu considères comme étant une progression. Y a-tu un intérêt à donner des ratios, donner des standards, viser certaines améliorations sur le poids? Tu sais, comment tu le vois? Comment tes athlètes progressent à ce niveau-là? Puis quel rôle a la force dans le développement d'un athlète? Yeah. So, l'histoire des ratios, OK? Je ne suis pas sûr exactement d'où ça vient. Ça s'est répercuté dans notre domaine à nous. Puis, on le voit facilement. Il y a des body types complètement différents. Et la charge que tu vas pouvoir mettre sur une barre va dépendre de des facteurs génétiques, particulièrement la longueur de tes segments, les points d'insertion de tes muscles qui vont te donner différents leviers. Donc, par exemple, toi, Marc, je pense que le bench, c'était pas nécessairement un de tes meilleurs lifts, si je me trompe pas, right? C'est potentiellement mon pire. Mais en même temps, je suis tellement pas fait pour bencher. Je veux dire, j'ai le chest gros comme ça, puis les bras même longs comme ça n'a pas de sens. T'sais. Fait que je suis Voilà. vraiment pas à mon avantage versus quelqu'un qui mesure 5 pieds 8, il a des petits bras puis un chest super gros. T'sais. Et voilà, comme tu viens de highlight une couple de variantes génétiques entre toi et quelqu'un qui peut-être Clément Lebreu qui bench comme un truck qui dit que pour toi, le poids que tu vas mettre sur la barre va être différent juste parce que, avoir des longs bras fait en sorte qu'il faut que tu pousses la charge plus longtemps, donc c'est plus dur de mettre un certain poids. Peut-être que ton chest a de l'air thin parce que ton point d'insertion de ton pec est à un désavantage mécanique. Okay? Donc, il y a un paquet de raisons biomécaniques qui font en sorte d'un individu à un autre, il y en a un qui va être naturellement plus fort, mais plus fort sur des mouvements précis. Donc, par exemple, au squat, au deadlift ou au bench, c'est facile de le voir. On expand notre view. Naturellement, il y a des gars qui vont être plus vite. Naturellement, il y a des gars qui vont être plus forts au tackle. Il y a des gars qui vont avoir un meilleur punch
sur la ligne, ça peut être dû à un paquet de facteurs comme on vient de les highlight. Okay? C'est pas nécessairement juste « Ah, il s'entraîne plus, il est plus fort ». Maintenant, okay? À cause de ça, moi, j'utilise pas les ratios. Il y a trop de variétés de body type, surtout au foot. Et au foot, on entraîne des linemen qui sont petits, qui sont denses, qui sont lourds, puis on entraîne des skills players là, qui sont faits sur 2, 3, 4 spaghettis, puis qui font 6 pieds 6. Je veux dire, c'est sûr que les ratios, même si leur body weight, même si on le divise par leur body weight, les ratios font pas de sens, vu que les body types sont trop différents. D'accord? Ouais. Maintenant, où est-ce que c'est intéressant de s'assurer qu'on a une progression, puis c'est quoi réellement le rôle de la force pour un athlète? Je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais ton seul objectif avec ton entraînement en force, c'est d'être capable de recruter plus de fibres musculaires dans un mouvement X, Y, Z au quotidien, puis ensuite d'être capable de le transférer sur le terrain de football. Okay? Donc, je clarifie. Quand je fais de la force, okay, mettons, je vais bencher. Je vais envoyer un signal nerveux au muscle pour lever la barre. Okay? Ce signal nerveux-là part de moi qui veux effectuer le mouvement. Ça s'en va au travers de mon système nerveux central, ça s'en va vers les muscles. Okay? Ça dit à mes muscles de contracter pour effectuer le mouvement. Mm-hmm. Si tu challenges ta force, les adaptations vont se faire au point de vue musculaire. Donc, ton muscle va changer pour devenir plus fort mécaniquement, mais il va y avoir des adaptations au point de vue du système nerveux aussi. Dans le sens que tu vas être capable d'aller recruter plus de nerfs qui vont aller chercher plus de fibres musculaires. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux aller pousser plus de poids, par exemple. Mais aussi, tu vas avoir un effet de synchronisation. Donc, par exemple, le signal nerveux va se faire à toutes tes fibres musculaires en même temps, plutôt que ça soit décalé. Puis quand c'est fait en même temps, c'est là que tu peux aller chercher plus de force. Okay? Mm-hmm. Donc ça, c'est une autre adaptation qui peut arriver. Tu peux aussi, il y en a un paquet d'autres, là, mais tu pourrais aussi avoir un firing rate. Donc, ton influx nerveux peut être shooté plus rapidement. Donc, l'influx nerveux peut passer de ton système nerveux central vers tes muscles plus rapidement. Okay? C'est toutes des choses qui s'entraînent et qui vont s'adapter suite à l'entraînement en force. Point de vue du système nerveux, ton release d'acétylcholine, OK? C'est rapidement, j'en pitch plein pour que les gens comprennent, mais c'est une autre chose qui va s'adapter au point de vue de tes synapses. Donc, tu vas être capable de release plus d'acétylcholine. Donc, l'influx nerveux va se faire mieux ou plus rapidement. Okay? Là que tu parles de ça, là, excuse-moi de t'interrompre, mais là que tu parles de ça, ça vient de m'allumer ce genre. Puis il y a encore beaucoup d'études, puis c'est encore pas si clair que ça, mais pourquoi l'alpha GPC peut être aussi intéressant comme supplément dans un cadre de force ou de power? Je connais pas bien l'alpha GPC, En gros, l'alpha GPC, c'est alpha glycerylphosphotylserine, puis c'est un précurseur à l'acétylcholine. Mm-hmm. Qui vient, si on veut, augmenter la production d'acétylcholine, puis qui est souvent utilisé dans des formules soit de concentration ou de pré-workout qui vont aider avec le focus potentiellement, mais aussi avec le rate je ne veux pas dire le rate de développement de la force, mais qui semble être intéressant pour des tests comme ça a été testé sur le bench press, mettons avoir certains impacts positifs sur ton bench ou sur le saut vertical. Il y a d'autres mouvements sur lesquels on ne voit pas nécessairement, c'est un supplément qu'on commence à en apprendre de plus en plus. Mais, long story short, c'est un précurseur à l'acétylcholine. Puis là que tu parles de ça, je suis comme, OK, it makes more sense quand tu le vois de cette façon-là, d'un point de vue de développement de la force. Peut-être, honnêtement, je vais aller voir. Non, mais je spécule en ce moment, mais c'est de la façon dont je le voyais. Puis en t'entendant parler, je suis comme, OK, puis là, je faisais des liens, dans le fond, pendant que tu parlais. Puis la réalité, c'est que c'est un supplément qui est vraiment hot d'un point de vue, genre, comment tu te sens à l'entraînement, comment tu es focus. C'est un supplément que tu pourrais prendre. Il y a beaucoup de gars qu'on coach, mettons, qui vont prendre NeuroPrime ou NeuroBrain Factor avant un training, avant d'étudier ou même avant une game de foot. Puis, là, quand tu parles de certains différents mécanismes de développement de la force, là, il y a des liens qui se font sur le mécanisme de comment ce supplément-là pourrait fonctionner dû à
la production plus grande d'acétylcholine, si on veut. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Je vais aller m'informer. Je ne connais pas très bien le alpha-GPC. Excuse-moi de t'interrompre, là, mais c'est comme je faisais des liens, là, c'était... Il fallait que ça sorte, je comprends. Là, Je te laisse t'as repartir. eu un mini Eureka moment. Ouais. Mais bref, de toute façon, ça closait pas mal les principaux adaptations au point de vue du système nerveux que je voulais parler. Mais l'idée générale, là, et ce que le monde qui nous écoute doit retenir, c'est que tu t'entraînes pour être capable de recruter un plus grand nombre de fibres musculaires ou plus d'unités motrices, ok, au point de vue nerveux. Après, il y a des adaptations qui vont se faire au point de vue du système musculaire. ok. Mais si on parle purement de strain, c'est vraiment au niveau du système nerveux que ça t'intéresse. Au point de vue du système musculaire, si on parle de strain to weight ratio, ben, sans parler d'hypertrophie pour l'instant, il y a quand même des adaptations qui se passent qui ne vont pas faire en sorte que tu vas prendre du poids ou de la masse musculaire qui vont t'aider à devenir plus fort. Okay? Ton système musculaire aussi, physiquement, t'aide à pousser plus fort, donc pousser une charge plus lourde. Puis il y aurait aussi tes connective tissues qui ont un rôle à jouer là-dedans parce que eux, leur rôle, c'est de transmettre la force de ton muscle vers ton os. Ce qui fait en sorte qu'on bouge une charge, c'est que ton muscle contracte, agit sur un os qui est un levier, l'os va bouger, puis ça va être le mouvement en tant que tel. Okay? Mais si il y a quelque chose de défaillant au niveau de ton tendon, tu as une déchirure, il y a une rupture, il n'y aura pas de mouvement même si ton muscle contracte. Donc ça, c'est facile de l'imager. Mais si il y a des athlètes qui ont des tendons plus stiffs, okay? Donc qui vont mieux transmettre la force, qui vont le faire plus rapidement, ça peut leur permettre de générer plus de force dans un mouvement, surtout un mouvement explosif, okay? Comme un saut ou du sprint. Un mouvement explosif, un mouvement où tu utilises peut-être le elastic force, si on veut, là. Tu sais que tu n'as pas nécessairement un... La force élastique, il y en a... Puis, on est dans on commence à être de plus en plus deep dans la physiologie de l'effort, puis plus tu vas deep, plus qu'il y a des zones grises. Puis il y a des places où est-ce qu'on sait, on pense savoir, ou des fois, il y a des facteurs où est-ce qu'on est plus en spéculation. Mais au niveau de la force élastique, sans aucun doute, moi, je pense que tes tendons ont un rôle à jouer dans la transmission d'une force élastique. Mais tu as aussi des connective tissues à l'intérieur de tes cellules musculaires, qui sont les liens de titine, que ça s'appelle. C'est un drôle de mot, là. Ça ressemble à tétine, mais c'est titine. Puis ça est très responsable de la force élastique aussi à l'intérieur même d'un muscle. Donc, c'est pas juste au niveau du tendon. Mais bref, moi, je mets ça dans une catégorie qui sont les forces passives, si on veut, parce qu'ils vont être beaucoup plus dépendantes de la charge externe plutôt que de ta volonté de contracter. Donc, par exemple, tu fais un saut, tu arrives vite au sol, donc il y a une charge excentrique, il y a une force excentrique rapide qui joue au niveau de tes jambes, au niveau de ton mollet. Est-ce que ton corps, est-ce que ton muscle, avec le tendon, est capable de emmagasiner et release rapidement cette énergie-là? Ça dépend beaucoup plus de la charge externe. Versus, je lance un ballon ou je lift en concentrique, ça va dépendre beaucoup plus de ta force concentrique. Okay? C'est jamais purement un ou l'autre. Okay? Juste pour faire une nuance, là. C'est jamais purement un ou l'autre. Mais bref, moi je le sépare en action, en force active, en système actif et en système passif. Juste pour. Et après, on va clarifier tantôt pour voir où est-ce que c'est intéressant de le comprendre de cette façon-là. Quand on va parler peut-être de eccentric overload. Donc ça, c'est le but. Et là, il faut vraiment faire la distinction entre je suis plus fort versus je pousse plus lourd. Là, on a compris que pousser plus lourd, pour plein de raisons, peut-être que ça ne veut pas dire que ton muscle, lui, est capable de générer nécessairement plus de force. Okay? Peut-être que tu as juste mieux appris ton mouvement de lift, qui fait en sorte que tu es capable de mettre une plus grosse charge, mais concrètement, ton muscle n'aura pas eu les adaptations qu'on vient de parler. Non, mais tu penses pas que... musculaire. Ouais, mais tu penses pas que ça veut dire que tu es plus fort en tant que tel, sans que ce soit ton muscle, mais toi, en tant que personne, en tant que complet, tu es plus fort? Ça dépend. Ça dépend de la phase.
Puis ça dépend de l'expérience d'un lifter. Okay? Puis c'est là où est-ce que je voulais m'en aller. Par exemple, j'entraîne un athlète qui a jamais squatté de zèle. Mhm. Okay? Tu t'en souviens probablement quand tu as commencé à t'entraîner, Matt, puis moi je m'en souviens très clairement, quand tu commences à t'entraîner, tu fais tes newbie gains. Puis en tant que tel, ces newbie gains-là, c'est juste que tu apprends à lifter. Ton corps devient mieux synchronisé, mieux coordonné à faire ces mouvements-là. 100%. Donc, tu vas pouvoir mettre plus de charge, mais tu n'as aucune des adaptations qui sont intéressantes encore pour l'instant. Okay? Et, Ce qui fait en sorte que si tu veux vraiment progresser, puis tu veux vraiment forcer ton corps à s'adapter pour devenir plus fort, ben, il faut que tu apprennes le mouvement comme du monde avant. mhm. Tu vas avoir tes newbie gains, puis à un moment donné, tu vas commencer à plafonner. Puis c'est à partir du moment que tu plafonnes, puis que tu fais des small increments, puis que tu fais des small gains sur ton lift, que là, tu es pas mal plus sûr que tu as tes adaptations en force, qui sont plus intéressantes pour un athlète. OK? Okay. Donc, j'ai pris un méga détour, mais c'est vers là que je voulais m'en aller. Fait que tout ça pour dire que l'important, c'est pas nécessairement la charge totale que tu mets, mais c'est plutôt, OK, est-ce que j'ai fait mes newbie gains? OK, est-ce que je connais bien le mouvement? Maintenant, c'est quoi mon baseline? Puis toi, ton baseline, Marc, au bench, tu sais, c'est 135 livres pour des séries de 5, puis là, tu t'as plafonné là pendant un bout, après avoir bien appris ton mouvement de bench. It is what it is. OK? Après, ce qui est important, c'est est-ce que tu es capable de le progresser en gardant un bon form? Est-ce que tu es capable d'ajouter 2,5, 5 livres sur tes séries de 5, par exemple? Et là, tu le sais qu'à ce moment-là, parce que tu as évolué de ton baseline, que tu l'as repoussé un petit peu, tu sais que là, tu as eu tes adaptations intéressantes. Là, ce que tu me fais penser, OK? Moi, là que tu parles de ça, c'est la façon dont je le vois, c'est pour réellement développer de la force, si on parle de ton muscle, peu importe, c'est de devenir premièrement efficace avec un mouvement. Yep. Une des choses qu'on voit énormément, c'est du monde qui ont une méga variété de mouvements, soit à travers une session ou d'un programme à l'autre. Puis d'un programme à l'autre, c'est tout le temps des nouveaux mouvements pour éviter Mm-hmm. la redondance, puis que ce soit plate, puis que l'athlète se tanne, et ainsi de suite. Par contre, la question que je me pose en ce moment, c'est est-ce qu'on serait pas mieux de peut-être, je ne veux pas dire minimiser la variété de mouvements qu'on veut utiliser pour développer la force, mais peut-être revenir avec certains mouvements dans lesquels on sait qu'on est efficace, dans lesquels on va être capable de réellement développer de la force, plutôt que de dire, bon, mais je vais faire tous les mouvements possibles, Mm-hmm. puis je vais juste apprendre le mouvement à chaque fois que je vais le faire pendant 2, 3, 4, 5 semaines. Yeah. Ça dépend de tes objectifs. Parce que là, on parle précisément de la force. Ouais. Peut-être que ta variété d'exercices pour un entraînement, pour une séance, a d'autres objectifs. Et à ce moment-là, peut-être qu'elle peut être justifiée. Je ne sais pas. Je veux dire, je connais pas exactement le schéma de pensée des trainers et des autres entraînements, de ce qu'ils font exactement. Puis il faut faire attention aussi à pas trop regarder ce que les athlètes de très 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 haut niveau font en powerlifting non plus, parce que leur contexte est complètement différent. Leur Donc, il y a sport. certaines places où la variété peut être intéressante. Ça dépend de tes objectifs. Puis Mhm. quand on parle de force, c'est que, mettons, on parle de Westside, OK? Parce qu'eux, ils varient énormément leur mouvement d'une semaine à l'autre, OK? Okay. Mais eux sont tellement efficaces dans leur mouvement de squat, bench et deadlift que ça peut devenir intéressant. Que lorsqu'ils max out sur un bench, ils vont chercher un nombre d'unités motrices là, qui n'a pas de bon sens. Au niveau musculaire, les tensions sont énormes. Donc, le stress pour eux de travailler dans la zone de force sur un mouvement qu'ils connaissent à ce point-là, qui sont forts à ce point-là, le stress n'a rien à voir avec quand toi et moi on bench, par Non, exemple. parce Okay? qu'ils font Donc, 3, 4. De varier légèrement le mouvement de bench qu'ils font, ben, ça va un petit peu varier les stresseurs, puis ça va leur permettre d'avoir une meilleure récupération. Puis, Ouais. je veux dire, je suis pas un expert de Westside, mais c'est ce que j'en comprends. Ouais. Parce que ça Maintenant, reste que pour... ces gars-là, puis là on parle de Westside, puis c'est pas nécessairement les méthodes Westside ou peu importe, mais dans ce monde-là du powerlifting ou peu importe,
la force, c'est du monde qui vont faire les variantes ou les mouvements de bench, squat, deadlift 3, 4, 5 fois semaine pendant des années. Fait qu'ils sont vraiment plus efficaces que toi, moi, puis n'importe quel joueur de foot peuvent possiblement être dans ces mouvements-là. C'est des experts comme crazy, là, à un autre niveau de ces mouvements-là. Ils connaissent ces mouvements-là comme au fond de leur poche. Là. C'est des experts du squat, bench et deadlift. Puis au final, oui, ils ont une grande variété, mais ça reste des mouvements patterns de squat, des mouvements patterns de bench et de deadlift. Peut-être qu'ils vont juste ajouter les bands, peut-être qu'ils vont faire en speed, peut-être qu'ils vont faire en rep, peut-être qu'ils vont faire avec une box, mais ça reste un mouvement pattern qui est très similaire. Mm-hmm. Puis c'est par là que je veux m'en aller aussi. Puis il faut faire la différence entre les experts et les novices aussi. Maintenant, eux, quand un lifter niveau expert lift à son max, le stress pour son corps n'a rien à voir avec un novice. C'est pour cette raison-là qu'un novice peut plus souvent aller dans l'échec musculaire, par exemple sur un mouvement de squat, juste pour garder notre thématique, puis qu'il n'aura pas autant de stress sur son corps, puis qu'il va être capable d'en récupérer plus facilement. Mm-hmm. Plus tu deviens experience, moins que c'est intéressant d'aller tout le temps à ton max. Plus que tu es novice, moins que c'est grave, plus souvent que tu peux te le permettre. Parce que, anyway, t'es pas tant fort, ça va pas tant stresser ton corps que ça. Okay. J'ai une question pour toi parce que très souvent là, dans le monde de l'entraînement ou peu importe, on se fait dire OK, ben t'es-tu débutant, intermédiaire ou avancé, right? Puis comme tout bon garçon, tout bon homme, tu dis tout le temps ah, ça fait longtemps que je m'entraîne, moi je suis avancé. T'sais, on joue au foot, puis je suis comme ah, moi je suis intermédiaire avancé. T'sais. Penses-tu réellement qu'il y a des joueurs de foot qui sont en tout cas, des joueurs de foot secondaire, collégial, universitaire, mettons, qui sont avancés dans le monde de l'entraînement ou le sport, le fait que tu t'entraînes à l'année, mais pas nécessairement comme pour t'entraîner à l'année, y en a-tu réellement qui sont avancés ou la majorité sont comme débutants slash intermédiaires, puis même si ça fait des années que tu t'entraînes, tu te rends pas à avancer d'un point de vue d'âge d'entraînement, si on veut. Mais j'en ai jamais vu, moi, des joueurs de foot qui étaient des lifters avancés sur les 3 big lifts. Honnêtement. J'en ai jamais vu, j'en ai jamais entraîné. J'ai dit les 3 big lifts. Clément, moi, je le mettrais peut-être dans la catégorie avancée, mais juste pour le bench. Si tu y parlais, là, il se rend tabarnak. Il dit, man, tu sais pas combien je squat, man, je mets 6 plates sur le squat. Peut-être, mais est-ce qu'il a squatté 3 fois par semaine durant non-stop 2, 3, 4, 5 ans? Il va falloir une I doubt. demander. I doubt. Mais je suis quand même confiant à l'écouter qu'il bench assez fréquemment. C'est un mouvement qu'il connaît très, 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 très bien. Fait que il est avancé au bench, mais c'est pas nécessairement avancé au training, du moins pas, surtout pas quand il joue au foot. Tu sais, à ce jour maintenant, où est-ce qu'il s'entraîne plus, peut-être qu'il se dirige vers ça, mais... Puis t'as pas intérêt à être avancé anyway en tant que joueur de football parce qu'il y a une limite aussi des bienfaits de devenir fort qui vont caper out à un certain moment, puis à un moment donné, de juste grinder pour aller chercher des livres de plus sur tes mouvements, ben ça va te demander tellement d'énergie que tu vas juste miss out sur d'autres types d'entraînements qui vont t'aider à devenir un meilleur joueur de foot. Il n'y a pas juste la force. La force, c'est un système. Aujourd'hui, ça a l'air gros parce qu'on parle juste de la force. Mais dans les autres semaines, on va parler des autres systèmes. On va parler de puissance, on va parler d'endurance, on va parler de power endurance, on va parler de speed. Joueur de foot, c'est bien plus complet que juste maxer out la charge que tu peux lever sur un mouvement. Puis, okay. Penses-tu que la force et on entend souvent en anglais là, strength is the mother of all qualities. Penses-tu que c'est vraiment là-dessus que tout le reste se base ou pas nécessairement? Honnêtement, je vais utiliser mon nouveau terme préféré. Je pense que c'est d'une lâcheté intellectuelle de dire ça. T'as complètement snap. Oh merde, j'ai déjà entendu ça, mais je pensais pas que c'est ça que t'allais dire. Oh. Honnêtement, je pense que ça vient du fait que, OK, t'as tes cours de biomécanique, de physique, tu regardes c'est quoi la formule de l'accélération et de la puissance, etc. Puis,
On entend souvent parler de la strain velocity curve, etc. Puis comme, man, tout le monde pense que c'est parce que t'es plus fort que tu peux être plus vite, que c'est parce que t'es plus fort que tu peux être plus puissant, mais c'est tout le temps une combinaison de plusieurs variables. Juste la formule de la force. OK? On zoom in sur la formule de la force en physique. C'est quoi la formule de la force? On l'entend tout le temps, tout le monde en parle tout le temps sur IG. Je sais que tu le sais. La force serait ta masse fois la vitesse. Pas la vitesse. L'accélération. L'accélération. T'as coulé ta physique. La force, c'est ta masse fois ton accélération. Quand nous, on parle en termes d'entraînement de force max, on mélange un peu cette formule-là, puis on parle de zoom in sur maximiser la masse que tu peux bouger. OK? Mais en tant que tel, pour avoir un output qui est plus grand, il faudrait que tu sois capable de l'accélérer le plus vite possible aussi. Donc, c'est pas parce que tu lèves une charge plus lourde que tu vas déployer plus de force physiquement si tu la bouges très lentement. Versus tu pourrais bouger une charge plus légère, l'accélérer plus, puis là, tu irais chercher un plus grand force output. Ouais, mais je te donne un exemple. Je bench 3 plates, puis là, tu me dis bouge 2 plates le plus vite possible. C'est sûr que je vais le bouger plus vite que quelqu'un qui bench 2 plates 5, non? Oui. Oui. Ben, oui et non. Oui et non. Probablement, mais si tu n'as jamais été habitué à bencher vite, peut-être que tu n'auras pas accès à une vitesse de contraction, point. Et ça, je l'ai vu souvent. Des athlètes que je coach qui sont très très forts, qui ont une force max très haute, mais peu importe la charge qu'ils liftent, ils n'étaient pas capables de l'accélérer. C'était tout le temps la même vitesse. C'est comme, mettons, bench une plaque, la vitesse la même. Bench deux plaques, vitesse la même. Bench trois plaques, la vitesse la même. Donc, oui, mais non. OK? Ok. Donc, normalement, oui. Ton potentiel est Puis, plus grand, mais ça veut pas dire que tu es capable en ce moment de le faire. non. Ton potentiel est normalement plus grand. Puis là, il faut mettre une coupe de bémol parce que, par exemple, de prendre, on dit souvent que de prendre de la masse musculaire va augmenter ton potentiel de force. Mhm. C'est vrai, mais jusqu'à un certain point. Puis quand tu vas dépasser ce certain point-là, il y a d'autres adaptations qui vont faire en sorte que, OK, ton masse peut-être va te ralentir ou va pas te permettre de déployer le maximum de force. Puis comme il y a un paquet d'exemples qui me vient en tête. Je suis un grimpeur, j'ai regardé une vidéo de Magnus Mitko, un grimpeur hyper connu sur YouTube. Puis lui, il fait souvent des vidéos avec des bodybuilders comme Juji Mufu, okay? Qui est comme là, le bodybuilder là, avec les longs cheveux blonds là, qui fait des backflips et tout. Okay. Fait que bref, il est allé train avec des bodybuilders, okay, qui ont 3 fois son poids. Puis il était capable de faire exactement le même workout au niveau du tirage puis du dos, là, précisément. Je pense pas qu'il squattait pareil. Puis il levait les mêmes poids que les bodybuilders, puis il était plus fort que les bodybuilders. Ben voyons. Puis je te jure, je t'envoie le vidéo, là, c'est frappant. C'est frappant. C'est avec un bodybuilder qui est connu sur YouTube. Je sais pas c'est quoi son nom, moi je suis pas les bodybuilders. Mais je sais qu'il est connu sur YouTube. Je l'ai déjà vu passer sur IG, sur des Reels. Puis lui, tu le vois, là, il est skinny, là, il est comme 160, il est sec. Un gars, il fait en bas de 5 pieds 10. Là, il est son chest supported row sur une machine. Il a jamais fait ça de sa vie. Okay? Il a jamais fait un chest supported row de sa vie à une machine. Fait que là, il embarque sur le workout, puis là, il prend le même poids que les gars, puis il est comme rep. Les bodybuilders sont à côté, puis sont comme, what the fuck, man, il est en train de nous sauter. Il fait le même nombre de reps, là, il arrête. Puis là, les gars sont comme, pourquoi t'as arrêté? Ben, il était comme, ben, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait que j'arrête quand mon form breakdown, puis là, j'avais l'impression d'avoir un peu moins de contrôle. Ça avait comme pas rapport. Ah ouais, Mais je il vais faut. forcément voir Ça, c'est un. Hey, je vous envoie. Je t'envoie ça, puis on va le mettre le show notes. dans le show, dans les lignes du show. Puis là, comme, ça frappe parce que là, t'as un monstre, puis là, t'as un petit grimpeur. Puis le petit grimpeur est aussi fort, c'est pas plus fort que le monstre. Puis là, t'es comme, OK, ça highlight, mais tu sais, tu regardes ça, puis ça frappe, mais quand tu prends le temps d'y penser, ça fait du sens dans le sens que
C'est pas parce que tu es nécessairement plus gros que tu vas être plus fort. Tu as peut-être un plus gros potentiel, mais ça veut pas dire que tu l'as maxé out avec ta force, puis tu peux vraiment devenir plus fort sans prendre de masse musculaire. Puis Magnus Lindbo, il nous le prouve là. Puis ensuite, il y a d'autres sports qui nous le prouvent. Des sports avec des catégories de poids, des sports de Olympic weightlifting. Tu regardes les catégories de poids. Souvent, là, quand on regarde les Olympiques, ou Olympic weightlifting, on aime voir les catégories de poids plus hautes, les hommes plus gros, plus forts, parce que c'est plus impressionnant. Oui, ils sont plus forts, oui, ils ont un plus grand potentiel de force. Mais quand on regarde le monde qui sont plus light, tu vois que tu n'as pas besoin de tant de masse musculaire que ça pour bouger de la masse. Parce que tu vois, mettons, une petite chinoise de 50 kilos qui est clean and jerk plus lourd que toi. Puis comme, ok, comment elle fait ça? Elle est toute petite et skinny. Elle est très, très, très forte. Quand même. C'est comme, il y a une relation, mais la relation n'est pas si tight que ça. Puis même que si on pousse, dans la littérature scientifique, ils ont highlight des adaptations que d'avoir un muscle qui est trop gros peut te ralentir jusqu'à un certain point ou même t'empêcher de déployer plus de force. Donc, à un moment donné, tu prends beaucoup de force. Peut-être qu'au début, là, prendre 5 livres te permet de prendre 20 livres de force, mais éventuellement, prendre 5 livres te permet de prendre 10 livres de force, puis à un moment donné, 5 livres te permet de prendre 5 livres de force, puis après, ton 5 livres te permet juste de prendre 2,5 livres de force. C'est pas une relation qui est linéaire. C'est pas je prends 10 livres, c'est pas pour chaque pound de muscle mass que je prends, je peux bouger X nombre de plus de poids où j'ai plus de force nécessairement. Okay. Dans la littérature, il parle par exemple des ponts d'actine-myosine. Fait que ton pont d'actine-myosine, c'est peu importe, là, je pense pas que je vais aller aussi vite que ça, mais c'est une des raisons pour laquelle tu pourrais prendre la masse musculaire, mais que tu prends pas nécessairement plus de force. Tu as ton angle de pénation aussi qui entre en jeu là-dedans. Donc, l'angle à laquelle ta fibre musculaire est alignée pour tirer sur ton tendon et ton os pour créer le mouvement. Puis au-delà de tout ça, au niveau de la force, c'est pas si dramatique, mais au niveau de la vitesse de contraction, puis ta vitesse totale, il peut avoir des effets négatifs à juste essayer de grinder, puis devenir trop lourd, pas nécessairement trop lourd, mais trop bulky, puis même trop fort. Comme, il faut que ce soit bien balancé si tu veux rester athlétique. La plupart de ces effets négatifs-là, pour 98% du monde qui nous écoute, vont être évités si tu continues de t'entraîner en speed, tu continues de sauter, et que dans ta semaine, tu fais des trucs explosifs et athlétiques. Ça, puis l'autre chose, c'est combien de joueurs de foot sont réellement proches de cette limite-là? Tu sais, Non, c'est ça, il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas. Il n'y en a presque pas, mais j'en ai déjà vu. Pour le vrai. C'est plus commun d'avoir des joueurs de foot dans cette limite-là que de voir un expert au bench comme Clément. Ça, c'est plus rare. Ouais, 100%. Mais il y en a. Puis il y en a peut-être, en moyenne, moi, je coach au football à Limoilou, j'en vois peut-être 1 ou 2 maximum par année. Maximum par année que c'est comme, ok, toi, honnêtement, t'as pas à gagner à essayer de lifter plus lourd. Par exemple, t'as gagné à essayer de lifter plus rapidement les mêmes charges. Ou des charges un peu plus light, mais plus rapidement. Fait que ça, c'est les outliers qui ont probablement un background d'entraînement qui est différent. Puis là, tu te dis, OK, ben, dans ton cas à toi, c'est là où on va faire les choses différemment parce que d'un point de vue de force totale, de charge levée, you're good. Là, il faut juste que tu apprennes à bouger ces charges-là plus vite. Exact. Il y a un certain running back qui est passé à Limoilou où est-ce que ça a été un gros combat avec lui parce qu'il est arrivé, puis il aimait le lifter lourd, il y a un gros potentiel génétique de ce côté-là. Lui, c'était tout le temps, je veux dire, lui, dans son passage à Limoilou, il n'a pas gagné de force sur ses lifts, mais il était plus explosif et plus vite sur le field par la suite. C'est un exemple qui me vient en tête rapidement. Souvent, on voit plus les joueurs de ligne qui tombent en amour avec les poids. Ça va aussi dépendre des body types puis du potentiel génétique de chacun. Il y a des gars qui arrivent, qui ont le chest fucking thick, qui sont capables de bencher lourd, mais ils sont pas capables de donner un punch rapide. I wish, man. I fucking wish. Ça, c'est sans compter le fait que donner un punch, ça dépend pas juste de ton bench. Là. Loin de là. Là. Ah non, 100%. Loin de là. Donner un punch, si tu regardes un minimum de boxe ou de UFC, tu as déjà vu un combat
des catégories de poids plus light, tu le sais qu'un gars comme Conor McGregor peut puncher fort en tabarnak, même s'il est tout petit, même s'il est skinny. OK? Ouais, Parce que 100%. ça vient d'une coordination, ça part de tes hips, ça part du sol, ça part de ton élasticité globale. Je veux dire, ça plein d'affaires qui rentrent en compte. Puis pour un joueur de foot aussi, c'est plus complexe que juste, OK, je pousse plus fort au bench, je suis capable de push plus fort on the line. Vraiment pas. Mhm. Vraiment, vraiment pas. C'est ça. Puis on n'a pas encore parlé concrètement des avantages d'être plus fort, puis de prendre de la force en utilisant l'outil de la musculation, si on veut, pour un athlète. C'est Mais ça que je veux j'imagine qu'on va y savoir, moi. arriver. Là. C'est ça que je veux savoir, c'est ça que je veux que tu me Ah, dises, puis là, tu me le dis pas, là. on y arrive. Je suis rendu là. On est Alright, là. ah, moi. Numéro un, prévention de blessure. OK? Devenir plus fort, ou même plus basic que ça, de t'entraîner en force va avoir un effet protecteur sur différents types de blessures qui sont des non-contact injuries. Je veux dire, il y a un gars qui tombe, je veux pas jinxer personne, mais il y a un gars qui tombe dans le genou parce que pendant que tu joues au foot, même tu peux être le gars le plus fort, puissant, plus vite, plus athlétique au monde. Il y a quelqu'un qui tombe dans le genou, ton genou il va snap. Tu sais, je veux dire, c'est le genre de blessure qu'on peut pas prévenir. C'est qui qu'on a vu cette année? C'est pas Kareem Hunt ou quelque chose, genre le running back des Browns? Le genou qui a viré à l'envers, là. Oui, c'est pas Kareem Hunt, là, c'est le gars avec la tête carrée. Là. J'ai oublié. Mais oui, je veux dire, lui, il s'est fait rentrer. En plus, c'était ça, si je me souviens bien, il avait eu la même blessure au collégien, ce gars-là. Ouais, exact. Puis il devait être fort D'accord. pareil. Tu sais, fait qu'il y a un certain moment Ben où oui. la France va pas prévenir toutes les blessures, là. Non, exact. C'est surtout dans les sports de collision, les sports Mhm. comme le rugby, au football. Je veux dire, tu te rentres dedans, tu te fais tomber dedans, il y a une boule, il y a une masse qui te rentre dans les jambes, dans le Ouais. corps. Il y a des types de blessures que tu peux pas prévenir. Mais il y a un effet protecteur. C'est très, très, très bien répertorié dans la littérature scientifique que de t'entraîner en force va diminuer ton risque de blessure de type non-contact. Cette relation-là n'est pas linéaire non plus. C'est pas plus je suis fort, moins j'ai de chances de me blesser. Honnêtement, tu t'entraînes en force, tu le fais balancer, structurer, puis l'effet va être là. Donc, il faut Mhm. juste que tu le maintiennes par la suite. Tu n'as pas Mhm. besoin de nécessairement de prendre tant de force que ça. L'effet va être là pareil. Ok. Ça, c'est numéro un. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi je pense que tous les joueurs de foot devraient continuer de lift in season. Même si tu lifts une fois un peu plus en force par semaine in season, ben, tu vas avoir ton effet de prévention de blessure. Puis comme c'est pas nécessairement un pourcentage. Je veux dire, on peut pas. C'est dur à quantifier. Là. Je peux pas dire ah tu lifts donc tu as 20% de chance de moins de te blesser une cheville. Je veux dire, c'est pas Non, comme mais ça qu'on peut je le dis c'est comme quantifier, n'importe mais il y quoi. a un effet pareil. Je veux C'est dire, comme même n'importe si quoi. l'effet est de 5%, tu veux aller chercher ces 5%-là. Ben oui, exact. Puis c'est pas quantifiable comme n'importe quoi. Je veux dire, cette semaine, je suivais un cours, une formation sur le sommeil. Puis c'est comme, tu sais, une des choses que ça disait, c'est, OK, ben si tu as dormi moins de 7 heures, tu es 1,7 fois plus à risque de te blesser. Oui, OK, parce que avec un lot de monde, tu l'as mesuré, puis c'est ça. C'est ça qui sort. Mais toi, concrètement, Mhm. ben, tu dis pas, j'ai dormi moins de 7 heures, je vais me faire mal aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, ça veut pas dire, puis c'est le même principe avec tout. Tu sais, fait que c'est difficile à quantifier sur une base individuelle, mais ça reste que c'est un fait, là. Exact. C'est dur à quantifier. Ce qui est important que ça soit quantifié dans la littérature, c'est de comprendre la magnitude de l'effet. OK? Mhm. Donc, par exemple, mettons, on parle souvent en nutrition que de manger tel aliment augmente ton risque d'avoir un cancer du côlon de 150%. Puis là, le monde voit 150%, puis ils sont comme, oh my god, faut pas que je mange de viande, par exemple. Je donne juste un exemple de même. Et après ça, tu regardes, tu zoomes in, puis c'est comme 150%, c'est quoi? Puis là, tu es à 0,005% de développer un cancer du côlon de base. Fait que là, tu passes de 0,005% à 0,0015%. Puis là, tu es comme, ouais, ok, c'est peut-être pas si mal, puis il y a peut-être même d'autres bénéfices à whatever. Fait que bref, il Mhm. faut comprendre la magnitude aussi. Ouais. Mais il y a un effet. Fait que ça, c'est numéro un.
prévention de blessures, tu t'entraînes en force, tout le monde devrait le faire, peu importe ton team sport. Juste pour ça. Puis il faut que ce soit bien balancé dans le sens, il faut que ça soit upper body, lower body. Moi, j'aime le séparer en movement pattern, fait que mouvement de poussée, tirage, etc., etc. Bref, utilisez votre meilleur coach près de chez vous pour vous aider à structurer votre training. Numéro 2, de prendre la force. Puis là, quand je prends de la force, c'est d'avoir les adaptations qu'on a parlé plus tôt. Donc, pas nécessairement de devenir plus fort au squat ou au bench ou whatever. OK? Ça va t'aider à performer plus fort sur le field. Oui, ça peut t'aider à devenir plus vite. Oui, ça peut, honnêtement. Il faut juste comprendre dans quelle magnitude et à quel point. Mm-hmm. Ça peut t'aider à avoir un meilleur punch. Ça peut t'aider à être plus explosif. Donc, la force va soutenir un paquet de qualités athlétiques. Okay? Là, on va... Là, ce qu'il faut faire, c'est comprendre jusqu'à quel point. Puis, il faut comprendre qu'il y a un paquet d'autres composantes. Fait qu'on en a parlé tantôt. Force is the whatever mother of all qualities là, qu'on entend. Là. Mm-hmm. Peut-être que peu importe le mouvement que tu fais, tu as une contraction musculaire, donc tu as une force qui est déployée, mais il y a tellement de systèmes qui jouent ensemble, qui entrent en jeu ensemble, que c'est pas nécessairement ton weak link qui va t'empêcher de devenir plus vite ou plus explosif ou d'avoir un meilleur punch. Donc, il faut pas juste zoom in sur une partie de la chaîne puis essayer de grossir un maillon en pensant que ta chaîne va devenir plus forte. Si, par exemple, tu deviens vraiment plus fort au mouvement de press, mais que tu n'es pas plus explosif, élastique, mais tu n'auras pas un meilleur punch, par exemple. Mais ça, c'est un exemple facile à comprendre, mais tous les mouvements athlétiques sont une chaîne de micro-mouvements, puis c'est un ensemble d'un paquet de qualités qui, honnêtement, est dur à quantifier. Et ça demande c'est peut-être là que le côté plus artistique du coaching entre en jeu pour aider un athlète à devenir un meilleur athlète sur le field. OK. Ceci étant dit, jamais ton gain en force va automatiquement t'aider à performer sur le field. Il faut qu'il y ait un transfert qui se fasse. Dans le sens, il faut que tu apprennes à utiliser ta nouvelle force dans tes mouvements athlétiques. Je deviens plus fort des jambes. Peut-être que je fais du UFC. Je peux kicker plus fort, peut-être. Mais ça ne sera pas automatique. Il faut que tu continues de pratiquer ton kick. Maintenant, ton corps a accès à une plus grande capacité de recrutement au niveau des fibres musculaires. Peut-être que la synchronisation au niveau de ton kick va être différente. Donc, il faut que tu réapprennes, si on veut, que tu te réadaptes à faire ce mouvement-là athlétique. Donc, il y a un transfert puis un apprentissage à faire pour t'aider à, oui, être plus fort dans ton sport. 100%, puis corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'entraînement en salle, l'entraînement de force, à mon avis, there's no such thing as like sport-specific squat. Tu sais, puis je pense que la force, l'entraînement en salle est un outil pour devenir plus fort, mais la partie sport-spécifique se fait dans ton sport. Right? Je vois des mouvements, je vois des affaires des fois au gym, là, puis c'est comme, ça c'est mon mouvement sport spécifique pour ma position. Puis je veux pas point de fingers, mais quand j'entends ça ou quand je vois ça, je suis comme, pour de vrai, shut the fuck up. Shut the fuck up. Je veux dire, entraîne-toi pour t'entraîner, puis fais ton sport. Ton sport, c'est ce qui est sport spécifique. Tu sais, man, combien de... Je vais lancer une affaire qui n'est même pas en lien au foot, mais quelqu'un qui prend un bâton au gym accroché avec un élastique, puis là, tu fais comme un swing de baseball, comme ton swing de baseball ne devient pas nécessairement plus fort en faisant du sport spécifique dans le gym. Non, puis même précisément pour le swing de baseball, ça a été étudié, puis comme si tu fais juste swinger avec une charge au bout de ton bat, ça risque de diminuer la force de ton swing, effectivement. Quand tu vas après ça essayer de swinger les balles, parce que tu joues proche de ton movement pattern, on ne sait pas exactement pourquoi, mais ça vient créer une interférence. Tu t'habitues à générer de la force à basse vitesse. Ouais. Donc, quand tu arrives pour swinger, tu n'es pas capable d'aller chercher la même vitesse. Mm-hmm. J'avais entendu... Écoute, excuse, je t'interromps, mais j'avais entendu quelque chose de vraiment similaire avec, mettons, le sprint avec un parachute.
Yep. Pendant un bout, c'était vraiment trendy. Puis même, je sais pas si c'est encore sur mon Instagram personnel, mais j'avais une photo de moi qui courait avec un parachute. Puis là, j'étais sous grind mode. Là. Je Let's sais plus, go. j'étais fin de secondaire, début de cégep, puis j'étais grind mode. Puis là, à un moment donné, I came to the realization que quelqu'un me dit genre, pour de vrai, ça peut être négatif à ton développement de ton speed de courir avec un parachute. Puis je suis pas l'expert de ça, mais c'est le même genre de principe des fois que tu penses faire quelque chose qui est vraiment proche de ton mouvement pour quelque chose Mhm. de positif, mais ça n'aura pas l'impact positif que tu espères que ça allait réellement. Écoute, je pense qu'on a été trop rapide de mettre le clou sur la tombe des mouvements en sprint avec résistance. Parce que, honnêtement, un sprint avec une sled, avec une light resistance, c'est un très, 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 très bon outil pour augmenter ton force output dans ton mouvement de sprint. Ça, OK? je suis d'accord. Donc, Puis encore une fois, c'est pas par rapport à la sled. Par rapport à la sled, puis on me disait souvent, OK, ben si sur le sled, on va dire que tu as 10% de ton body weight est moins, ou 15% est moins, ou 20% est moins, je me souviens plus de la stat. Comme ça peut avoir des impacts positifs, mais on m'avait dit particulièrement, mettons, pour le parachute, comme it's bullshit. il y a un parachute ou une sled, tu as une résistance. Ça peut être un élastique, ça peut être un câble, ça peut être un parachute, une sled. Ton corps, je veux dire, peu importe quelle est la forme de résistance, il n'en fera pas la distinction. Fait que je vois pas pourquoi ça serait différent d'un parachute, d'une sled, Parce que le à ce point parachute de est vue-là. pas, je veux dire, t'as pas la tension, puis t'as pas la résistance sur le parachute tout de suite. Tu pars à courir, puis à un moment donné, le parachute pique est là, peut-être, versus une sled, tu pars, puis let's go, it's on. Là. Ouais, je comprends, mais je veux dire, ok, peut-être pour tes 5 premiers strides, mais après, c'est la même chose. Fait que pourquoi ça serait bon de faire un sprint résistant avec une sled, mais pas avec un parachute? Écoute, moi, j'utilise pas les parachutes. Je trouve pas que c'est une pièce d'équipement intéressante versus une sled qui est beaucoup plus simple d'utilisation. OK? Mais, je veux dire, quelqu'un n'a rien d'autre puis qu'un parachute puis qui veut faire des sprints résistés, il pourrait prendre un parachute, il pourrait prendre une pente. Puis oui, c'est vrai que tu n'as pas la résistance dans ton mouvement d'accélération initiale, mais si tu veux résister une autre partie de ton sprint, puis que tu accélères tranquillement au début anyway, puis qu'après ça, tu fais des flying 20 résistés, ben, je veux dire, c'est un outil. Si tu fais juste ça, puis que tu fais jamais de sprint pas résisté, probablement que les effets seront pas intéressants. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que oui, les sprints résistés sont intéressants, mais jamais dans un training de track, tu vas voir quelqu'un qui fait juste des accels résistés, mais qui fait pas d'autres sprints par la suite Mhm. non résistés. La Mhm. clé est là. La clé est là. C'est faut que tu continues de faire ton mouvement, si on veut, normal, puis que tu continues de Mhm. l'entraîner. Ça, c'est hyper important. Puis en entraînement en force, c'est le même principe. Si tu fais juste lift 8 mois par année, tu deviens plus fort, puis après ça, tu commences à jouer au foot, puis que tu n'as pas sprinté avant, puis que tu n'as pas fait de tackle, puis que tu n'as pas pris de bloc, tu seras pas meilleur au foot, même si tu es un meilleur athlète dans la salle de poids. C'est sûr, c'est un travail en continu. Puis au point de vue de la spécificité, quand on dit sport spécifique, moi j'essaye d'utiliser ce mot-là le moins possible parce qu'il a été butchered dans notre communauté. Je veux dire, c'est utilisé à des fins ridicules, là, comme tu as dit. Là, des fois, tu vois quelqu'un faire un pistol squat sur un bossu, les yeux fermés. Euh, comme quoi c'est plus sport spécifique, mais c'est comme, je suis d'accord avec toi, c'est BS, c'est de la bullshit. Sport spécifique, c'est de comprendre quelles qualités athlétiques sont intéressantes à développer et à entraîner pour ton sport. C'est Puis ça, ensuite, tu les entraînes en dehors de ton sport. Puis ça, tu peux être confiant que tu as fait des bons choix qui vont éventuellement t'aider à les transférer sur le field. Puis après ça, oui, tu peux faire des choses, selon moi, pour t'aider à transférer certaines qualités plus rapidement sur le field. Donc, par exemple, ta force, si tu l'entraînes à basse vitesse, c'est plus loin de tes mouvements athlétiques que si éventuellement tu entraînes des mouvements avec un peu plus de vitesse. OK? Mhm. Fait comme, mais ça, c'est la job du coach. C'est la partie artistique du coaching. Puis, je te confirme, moi, de mon point de vue, rendre un mouvement plus transférable, ça veut pas dire de le rendre plus alike ton mouvement de football. C'est juste qu'il y a des mouvements qui, par leur nature, sont peut-être
plus facile à apprendre, donc plus facile à développer ta force. Après ça, est-ce que tu peux développer ta force à des vitesses plus intéressantes pour le football, sachant que c'est quand même un sport d'accélération de vitesse? Est-ce que tu peux le faire de façon plus élastique? Est-ce que tu peux le faire dans des positions qui sont plus intéressantes pour un joueur de foot? C'est plus de jouer avec ces paramètres-là, puis d'aller chercher ce qui est le plus intéressant possible dans ton développement athlétique, all around pour ton joueur de foot, pour ton joueur de hockey, etc. Fait que la partie sport spécifique est beaucoup plus en lien, si on veut, avec soit une qualité athlétique ou peut-être même un système d'énergie, si on parle des systèmes énergétiques, que d'un mouvement en salle. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. S'il y a d'autres trainers qui ont du succès en le faisant d'autres façons, good for them. Okay? Non. Shut the fuck up! Good for them, but shut the fuck up! Moi, c'est vraiment plus dans l'analyse de la tâche, l'analyse des différents systèmes et différentes qualités qui vont supporter ta performance. Mm-hmm. Puis, je veux dire, cette analyse-là, faut pas oublier, il y a des composantes auxquelles on va penser plus rapidement, juste parce qu'ils sont plus trendy, comme la force ou la puissance. Mais comme, faut penser aussi aux angles. Est-ce que tu travailles dans un plan qui est horizontal aussi, par exemple? Okay? Est-ce que tu développes juste ta force sur un plan qui est vertical? Est-ce que tu fais juste du deep squat? Est-ce que tu travailles ta poussée, mettons, au niveau des jambes, à un angle un peu plus neutre, là, si on veut, qui va t'aider à développer plus de force à un certain angle? Je veux dire, c'est plus large et complexe. C'est pour ça que juste de faire tes programmes toi-même en checkant ce qui se passe sur bodybuilding.com, c'est probablement pas optimal si tu veux devenir un meilleur joueur de foot. Ben oui, on a parlé des systèmes d'énergie. Mais comme, on va clore après ça, là, mais faut pas se dire ok, au foot, c'est juste des intervalles, donc je vais m'entraîner mon conditioning juste en intervalles, puis à l'année longue. Ok, oui, c'est vrai qu'au foot, c'est des intervalles. OK, maintenant, mon conditioning, est-ce que si je l'entraîne à l'année longue, je vais avoir les mêmes résultats que si je fais juste entraîner mon conditioning plus spécifique aux efforts de football les 2 derniers mois de ma préparation? OK, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un système, par exemple, qui s'adapte très rapidement, puis que par la suite, tu vas t'adapter très rapidement. Mettons, en 2 mois, tu vas aller chercher presque ton maximum de capacité d'adaptation que tu peux avoir pour ce off-season-là. Puis que si tu continues de le pousser pendant 8 autres mois, ben, tu vas juste dépenser énormément d'énergie dans ta semaine qui vont juste fatiguer tes joueurs, puis tu vas aller chercher un mini incrément qui est vraiment pas si intéressant au final pour le trade-off d'énergie que tu utilises à entraîner. Surtout si tu n'arrives ton pas à... conditioning sport spécifique. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a d'autres systèmes d'énergie? Quand on parle de système d'énergie, c'est les différents profils d'utilisation d'énergie ou de conditioning là, qui peuvent supporter tes intervalles. OK? Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'un système aérobique robuste va supporter tes intervalles. Parce que tu vas avoir une meilleure récupération entre tes efforts. Tu vas avoir tu vas avoir un meilleur taux d'oxygénation quand tu vas faire tes efforts. Donc, c'est pas juste de dire je fais des intervalles quand je joue au foot, donc je vais entraîner les intervalles. C'est OK, je fais des intervalles quand je joue au foot. Qu'est-ce que je peux entraîner qui va supporter ce système-là au complet, dans son ensemble? Puis quand on parle de force, de puissance, de vitesse, c'est le même principe. Tu veux devenir plus fort parce que ta force peut supporter d'autres types d'expressions de mouvement athlétique que tu vas retrouver sur le foot. Parce qu'en tant que tel, c'est rare que tu fais un mouvement de force max sur le terrain. C'est rare. C'est très rare. Ça arrive pas vraiment. Ça va arriver quand un DB va essayer de shed un O-line. Un DB sous-entraîné essaie de shed un O-line, puis là, le O-line pèse 350 livres. Peut-être que là, il va être à sa force max, mais comme normalement, là, ça arrive pas. Là. À moins d'avoir un gars très très weak qui prend quelqu'un de très très gros. Ouais, exact. Mais encore. Mais encore. C'est vraiment juste parce que l'entraînement de la force supporte ces mouvements athlétiques-là. Si tu réussis à le transférer.
C'est Mhm. sûr, ça le transférer. Mhm. Donc, de développer ta base aérobie va supporter ton fitness pour le football. Oui. Mhm. Après ça, faut se dire dans quelle mesure. Il faut se demander jusqu'à quel point j'entraîne ça. C'est où est-ce que j'ai mon trade-off de OK, là, je suis allé maximiser les gains que je peux faire en aérobie qui vont vraiment m'aider au foot. Puis après ça, si j'essaie de pousser la machine dans cette catégorie-là, je vais juste dépenser trop d'énergie par rapport à ce que je peux en gagner pour mon développement athlétique. Puis même, juste pour faire un parallèle avec le système aérobie, j'en parle, puis il y a une étude que je trouve vraiment intéressante qui me vient en tête, qui me pop, c'est le système aérobie. Cette étude-là démontre que le système aérobie peut supporter tes gains en hypertrophie même. Okay? Mhm. Fait comme l'étude comparait un groupe qui faisait un training en hypertrophie puis qui faisait rien avant, pas de pré-conditionnement si on veut, versus un autre groupe qui faisait même training en hypertrophie, mais juste avant faisait une phase de fitness générale. Donc, pas de mouvement de lift, rien, juste du cardio classique et du fitness général, base aérobie. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que le groupe qui avait un meilleur fitness de base, ceux qui avaient fait du cardio avant de faire leur hypertrophie, avaient des meilleurs gains. C'était significativement plus haut les gains en masse musculaire qu'ils avaient fait suite à leur entraînement en hypertrophie. Puis là, tu te dis, Mhm. c'est quoi le rapport? Quand je lift, je suis en hypertrophie, je suis en force, je suis en strength, je suis en strength endurance, ça n'a pas rapport. Pourquoi l'aérobie vient jouer là-dessus? Ben, c'est parce que ton système aérobique t'aide à mieux récupérer entre tes sets. Aussi, tu as une meilleure vascularisation de tes muscles. Donc, peut-être que quand tu as besoin d'amener des nutriments pour avoir un muscle protein synthesis qui embarque, mais peut-être que ça se rend plus facilement à tes muscles. Comme, Mhm. il faut step back, voir l'ensemble des systèmes qui jouent sur ton sport. Puis c'est tellement complexe, ton sport, il y a tellement de mouvements différents que des fois, on peut se perdre là-dedans. Mhm. Fin de la parenthèse. Good stuff. Good stuff, good stuff. Puis ça, honnêtement, c'est quelque chose que, là, on s'est perdu de la force, là, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir et croire quand je jouais au foot. Ce principe-là de base anaérobie, j'aurais aimé ça le savoir avant, j'aurais aimé ça commencer Ouais. à l'appliquer avant. Pas que, puis tu vois, je le faisais, puis là, il y a un certain moment, dans mon grind mode au cégep, c'est comme, hey, je partais l'hiver, je me mettais une cagoule, puis là, j'allais faire du jogging. C'est pas ce que je ferais à refaire, là. Je veux dire, c'est pas comme ça que je le Non. ferais. Mais de développer cette base-là, je pense vraiment que ça peut être intéressant pour devenir un meilleur athlète, devenir un meilleur joueur de foot, développer des meilleures qualités, être en meilleure santé. Il y a plein d'effets positifs. Puis honnêtement, d'un point de vue recovery, juste développer cette base Mhm. aérobie-là peut être intéressant. Puis il y a plein de façons de le faire qui sont low impact, qui vont pas nuire à ton recovery, puis qui peuvent même aider à ta récupération. Tu sais, tu parlais entre les séries, mais Vraiment. on le voit aussi entre les séances, puis on le voit juste en général, c'est quelque chose qui peut être vraiment, vraiment utile. On s'est perdu Yep. dans l'entraînement de la force, là, mais je pense qu'on le voit de plus en plus, même dans les sports comme le bodybuilding. Tu sais, il y a un certain moment où est-ce que dans le bodybuilding, puis je veux dire, powerlifting, je pense que je connais énormément, mais dans ce temps-là, le cardio se faisait en prep, en cut, ainsi de suite. Puis de plus en plus, c'est quelque chose qu'on voit qui est à l'année parce qu'ils voient que ça supporte les gains à Mhm. travers l'année. Puis ça permet aussi de peut-être manger plus, de fueler plus, avoir plus d'un meilleur nutrient intake qui peut être réellement intéressant pour promouvoir tes Yep. performances de récupération, et ainsi de suite. Yep. Faut aussi se défaire de l'idée que de s'entraîner en cardio ou en endurance vient interférer avec tes gains en force ou puissance. Mhm. C'est complètement faux. OK? Mais Où bam, est-ce que ça... mais bam. Pourquoi les marathoniens sont meg, puis les gars qui font du sprint sont jacked? Euh, les marathoniens sont mec parce que pour performer à leur sport au max, c'est comme ça que leurs corps se sont adaptés pour performer sur un marathon. OK? Les sprinters, même logique, même affaire. Mais mais tu peux absolument avoir une bonne endurance, entraîner ton endurance, entraîner ta force en parallèle, puis être très fort, puis avoir une très bonne endurance. Et on le Mhm. voit de plus en plus avec le trend des hybrid athletes, okay? Des gars qui veulent être qui veulent maximiser leur poids de powerlifting et courir des marathons dans des temps qui sont vraiment intéressants. Puis, guess what? Ça se fait.
qu'est-ce qui est dur à gérer, ou est-ce que entraîner en endurance peut venir interférer avec tes gains en force ou hypertrophie, c'est que souvent, les trainings en endurance demandent une dépense d'énergie, un temps dans ta semaine vraiment haut. Vraiment, vraiment haut. Donc, c'est beaucoup plus dur de te fueler overall. C'est plus dur de recover overall de ton training total dans ta semaine, de ton load total dans ta semaine. Ce qui est dur, c'est que si tu t'entraînes juste en force, mais tu n'as pas une charge de plus d'endurance ou de course à pied à gérer. Si tu t'entraînes juste en course à pied, tu n'as pas à gérer tes adaptations, ton stress de force. Ce qui est l'interférence réellement, c'est que c'est dur de combiner les deux en termes de recovery. Mais c'est pas parce que tu fais de l'endurance que tu vas inhiber tes gains en force. Puis on entend souvent les histoires de que la mTOR interfère avec c'est la AMPK, je pense, qui est l'autre pathways plus au niveau de l'endurance. Puis on dit qu'ils sont antagonistes, mais c'est pas vrai du tout. Là. Tu peux avoir les deux sans problème. Mais si tu recover assez bien, c'est plus là le challenge, puis c'est peut-être plus de là que viennent les anecdotes que quelqu'un s'est mis à courir à pied, faire de la course à pied, puis qu'il était plus capable de prendre de la masse musculaire. Probablement qu'il mangeait juste pas assez, que son taux de recovery était pas assez bon, puis que son workload total était trop grand. Mm-hmm. Je finirais peut-être juste en parlant rapidement de comment entraîner la force réellement, parce qu'on a parlé de plein d'affaires, mais quelqu'un qui nous écoute live est comme probablement plein de pensées qui viennent en tête, mais ils vont au gym, c'est pas plus comment train pour prendre la force. Yeah. Je vais te laisser commencer, te diriger vers comment entraîner la force, puis je veux conclure avec une question qu'on y vienne ou pas. Là, il y a une question que je voulais qu'on aille une conversation ensemble. Fait qu'on va en profiter pendant qu'on est sur le podcast, mais c'est vraiment Great. pour moi cette conversation-là par rapport à l'entraînement. Great. Premièrement, ton choix d'exercice. Tu rentres dans le gym, tu veux choisir un mouvement qui va utiliser le plus de masse musculaire possible. Okay? Donc, un deadlift, très bon mouvement pour entraîner ta force, parce que là, tu vas avoir un influx nerveux qui va être très, très grand parce que tu vas utiliser tes ischios, tes quads, tu vas utiliser tes glutes, même ton lower back va être impliqué. Ça, c'est très intéressant pour aller chercher ta force. Si tu décides de t'entraîner en force, tu vas faire des sets de bicep curl. C'est un peu moins intéressant. Tu as juste une petite masse musculaire impliquée. Okay? Fait que ça, c'est le premier principe, mais la plupart du monde, je pense qu'ils le comprennent bien. Par la suite, tu veux être le plus... Le principe de spécificité s'applique ici dans le sens que pour gagner de la force, il faut que tu fasses un mouvement en exprimant ta force. Donc, tu veux aller chercher une intensité qui est haute dans ton mouvement. Okay? Tu peux gagner de la force en t'entraînant à des plus basses intensités. Puis quand on parle d'intensité, on parle de pourcentage de ton maximum. Okay? Tu pourrais gagner en force quand même juste parce que tu as peut-être une meilleure synchronisation puis que tu deviens plus coordonné dans ton mouvement. Mais règle générale, tu veux aller chercher au moins en haut de 70% de ton mouvement, de ta force max sur tes séries. Minimum. Okay? Minimum. Ça va varier en fonction de ton niveau d'expérience aussi. Mm-hmm. Donc ça, concrètement, de quoi ça a l'air? C'est peut-être des séries de 3 à 5 reps. Mais comme règle générale, si tu es 5 reps en descendant, 5 reps max, ou avec une rep en réserve, tu vas être pas mal proche tu vas être dans une zone qui fait du sens. Okay? Par la suite, tu veux que ton volume d'entraînement soit... Tu as besoin d'un minimum de volume ou d'un minimum de séries intenses par workout, par semaine, pour avoir des adaptations et réellement avoir du progrès. Okay? Donc, par exemple, si tu fais de la force, une fois par semaine, un seul mouvement, puis que tu en fais juste une série, ça va être pas mal plus dur que tu aies des gains réels en force que si tu entraînes ta force plusieurs fois par semaine, par exemple. Plusieurs fois. Puis quand tu parles de volume, là, une des choses que je vois souvent, puis c'est drôle, j'avais cette réflexion-là ce matin en m'entraînant, c'est très souvent,
on va voir différents athlètes qui vont s'entraîner en, tu sais, mettons, c'est toujours 3, 4 ou 5 séries de leur training, Ouais. peu importe ce qu'ils font comme rep range. Puis de manière générale, la façon dont, en tout cas, à mon avis, à moi, le nombre de séries devrait aussi aller en lien avec le nombre de reps que tu fais. Fait que, Ouais, je te donne un absolument. exemple. Puis c'est là où je voulais me diriger la conversation après, puis peut-être qu'on terminera, mais exemple, tu fais des séries de 3, ben 3 fois 3, c'est pas assez pour aller générer un assez bon volume pour la plupart du monde. Ouais. Versus, tu sais, c'est le nombre de répétitions totales que tu vas aller chercher, probablement qui a une importance. Puis tu sais, de l'entraînement, c'est pas juste 3 ou 4 séries. Tu peux faire 6, tu peux Non. faire 8, tu peux faire 10, tu peux faire 12 séries d'un mouvement. Tu sais, c'est sûr que plus tu Ouais. fais de séries d'un mouvement, plus tu vas diminuer le nombre de mouvements que tu vas faire. Parce qu'à un moment donné, tu vas pas faire des entraînements de 50 séries pour rien, mais. Écoute, en ce moment, on parle de soft guidelines, dans le sens que c'est une idée générale. C'est une idée de base que si tu es là-dedans, c'est probablement dans les bonnes zones pour progresser. Mhm. Mais je veux dire, il y a des exceptions à tout. Il y a des méthodes qui vont faire en sorte que peut-être qu'une seule série par workout, par mouvement principaux va être suffisante. Mais Un il vrai faut workshop. comprendre que un drop set, par exemple, ou un set to failure, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ton intensité, ton nombre de reps, ton nombre de séries vont jouer ensemble. Comme tu dis, plus tu fais de, plus, pardon, plus ton intensité va être haute, moins tu vas avoir besoin de reps, puis probablement moins de séries aussi. Mais si ton intensité de mouvement est très basse, donc par exemple, j'entraîne ma force, mais plus dans un effort qui est dynamique, à la West Side, ou est-ce que je fais juste des 3 reps sous max, mais je le bouge très très vite, peut-être que là, tu peux te rendre à 10, mais comme, c'est pour ça que tu as peut-être besoin d'un coach. Parce Mhm. que c'est plus complexe. Si tu veux aller dans des méthodes plus avancées, puis différentes méthodes vont t'amener peut-être des adaptations de force, mais peut-être plus au niveau de ta vitesse d'exécution du mouvement. Okay? Mais comme règle générale, 3 à 5 reps, okay, tu devrais tomber dans une bonne zone d'intensité. Puis au niveau du volume, ben, il y a quand même une grosse variabilité. Ça va dépendre du mouvement que tu fais, mais comme minimum 3 séries. Et tu sais, honnêtement, tu pourrais t'en sortir avec 3 séries de 3 reps. Il faudrait que l'intensité soit très haute. Si tu fais 3 séries de 3 reps, mais que l'intensité est basse, tu t'en sortiras pas. Fait que c'est Mhm. comme, ça joue ensemble. Tu peux pas, faut que tu aies une combinaison de ces choses-là. Puis si tu affectes une variable une de ces 3 variables-là à la baisse, il faut que l'autre monte à quelque part. Mhm. Puis si tu te dis, ah, je vais faire de la force en série de 10, tu peux, mais ça va être moins intéressant que si tu fais des séries plus basses, plus intenses. Okay? Fait que c'est Mhm. pour ça que je donne le guideline 3 à 5 reps, par exemple. Puis Mhm. dans tes sets, ben, tu sais, c'est minimum, moi je te dis minimum 3 sets sur un mouvement que tu veux faire à ce moment-là, peut-être. Puis aussi, plus petit ton volume est, plus grande ta fréquence doit être. Parce que honnêtement, tu pourrais faire de la force une fois par semaine, mais il faudrait que ton workout soit très intense, qu'il y ait un gros volume. Ça fonctionne. Mais comme plus que tu as de fréquence, plus que tu as de fréquence, plus que tes workouts peuvent être chauds, par exemple. Tu Mhm. sais, c'est un paquet de variables qui entrent là-dedans, mais comme, bref, 3 à 5 reps, minimum 3 sets. Honnêtement, tu peux te rendre jusqu'à 20 sets par workout, mais à ce moment-là, si tu fais 20 sets, t'es très avancé, t'es plus avancé, ok? C'est pas un beginner qui va faire ça. Puis probablement que tu vas entraîner ta force juste une fois par semaine. Mais Puis pourquoi comme, est-ce qu'un beginner devrait pas faire autant de sets comme quelqu'un d'avancé? parce que un beginner a pas besoin, quelqu'un qui est très avancé est très coordonné dans le mouvement, puis il n'a pas besoin d'aller chercher, c'est pas recommandé d'aller chercher une plus haute intensité parce que ça va être très stressant comme on a parlé plus tôt. Donc si tu as une moins haute intensité, par exemple tu travailles à 85-90% de ton max, mais que tu accumules du volume, tu fais aucune de tes reps, tu peux aller chercher plus de séries. Un beginner devrait et va hit failure plus souvent, donc devrait faire un moins gros volume. Puis il va avoir les mêmes gains. C'est plus dans ce raisonnement-là. Puis tu viens de toucher peut-être sur une des autres questions ou une des autres affaires, je voulais qu'on parle. Training to failure, si tu veux entraîner ta force, à quel point est-ce que tu veux te rapprocher de failure? Il y a un certain moment où est-ce que je me souviens, moi, à tous les trainings,
sais, mettons, c'était un rep range de 4 à 6, ben, j'essayais de me rendre à 6, puis je me rendais pas, c'était 5, puis je me rendais pas, c'était 4. Fait que technically, c'était pas mal de failure, tu sais, ou presque, là. Ouais. Comment tu gères ça maintenant? Tu sais, on entend maintenant parler beaucoup de train under failure, puis de fail peut-être moins que ce qu'on disait, puis même, Yep. on voit beaucoup de monde qui disent si tu veux fail, mais fail sur des mouvements où est-ce que, tu sais, qui sont plus stables, qui sont peut-être moins complexes que, et ainsi de suite. Comment tu gères ça maintenant? Un novice peut train plus souvent to failure pour sa force. OK? Mais quelqu'un quand tu commences à être légèrement plus avancé, pour faire des gains en force, tu n'as pas besoin d'aller chercher l'échec. Puis peut-être que c'est plus productif de ne pas aller train to failure à ce moment-là pour mieux récupérer. Parce que de hit un set to failure, c'est très, très, très stressant. C'est très stressant pour ton corps. C'est beaucoup plus dur d'en récupérer qu'un un set qui est très intense, mais que tu te gardes une ou deux reps in reserve. Donc, pour le novice, l'histoire, c'est que lui, il sait même pas c'est quoi train to failure. OK? Il sait même pas. Tu sais, je le vois souvent, là, quelqu'un commence à train, va faire du dumbbell press, il va être comme, ah, j'ai jamais fait ça. Je prends des 35, série de 6, ouf, ouais, ça travaillait fort. Hein? Ouf, je pense que je suis à mon max. Mais comme, lui, il sait pas c'est quoi travailler à son max. Fait qu'il faut qu'il l'apprenne, honnêtement. Mm-hmm. Fait que comme, c'est là que la distinction est à faire par rapport à ton niveau d'entraînement. Mais du moment que tu connais vraiment tes charges max, que si tu sais c'est quoi ton PB sur un mouvement, là, ton PR, mettons, tu demandes à quelqu'un, puis tu demandes à quelqu'un, hey, c'est quoi ton max au bench, au squat, puis il est capable de te répondre, ben, il n'a pas besoin d'aller hit to failure jamais dans son année, puis il va être capable d'avoir des progrès en force. Si quelqu'un n'a même pas idée, OK, c'est quoi un PB, s'il est même pas proche de savoir, OK, c'est quoi que je peux prendre au dumbbell press 3 reps max, par exemple, c'est qu'il n'y a pas un sens, il n'y a pas une idée de c'est quoi exactement ses limites. Fait qu'il faut qu'il aille explorer ça avant tout. Ça va être plus important pour un novice pour moi. Okay. Puis là, après ça, on en a parlé rapidement, mais je veux revenir sur le choix d'exercice et sur la variété de mouvements. Pour un novice, pour un expert, on a dit que ça pouvait être intéressant d'avoir des variations à chaque semaine parce que lui, de toute façon, il est très, très, très coordonné dans ces mouvements-là. Mais pour un novice, c'est vraiment plus intéressant de garder un même mouvement pattern puis de l'entraîner plusieurs semaines d'affilée pour s'assurer qu'il est coordonné dans ce mouvement-là avant de le varier. Mais ça ne veut pas dire par exemple, je fais du squat, de toujours faire du back squat jusqu'à temps que je sois bon au back squat. C'est peut-être de s'assurer qu'il y a un mouvement de squat à chaque phase, qu'il n'y a pas une variété trop grande qu'il va falloir qu'il réapprenne le mouvement. Donc, par exemple, tu peux commencer quelqu'un avec du goblet squat, puis être confiant que 6 semaines plus tard, tu vas lui faire du front squat, puis que son mouvement va vraiment être plus clean que si quelqu'un avait fait 0 squat avant. Là. Puis il faut garder en tête aussi que si tu as 0 variété, à part pour un petit pourcentage de la population, ton training va être vraiment plate pour eux. Si le training est plate, le taux d'adhérence va être très bas, ils vont pas se pousser dans ton training. Et à ce moment-là, ça a plus d'effets négatifs que si tu variais peut-être un peu plus les mouvements que tu sais que tu devrais faire pour cette personne-là. Parce qu'au final, même dans la littérature, ça ressort, le prédicteur numéro 1 de si tu vas faire des gains en entraînement, même chose pour ta diète, c'est ton taux d'adhérence à ton plan. Taux d'adhérence, puis tu sais, mets-toi, tu t'en vas faire un gym, t'as hâte, t'es excité parce que tu l'aimes, ou tu vas faire un gym, t'es cœur. Ça m'est arrivé une fois, là, j'étais rendu à genre 10 ou 12 semaines sur le même plan, même rep range. J'étais plus capable. J'y allais, puis ça me tentait juste pas. Ouais. Puis ben, à partir de là, je progressais plus. Même, ça me tentait plus. J'étais écrasé, ça me Exact. faisait là. Fait qu'à partir de là, il y a ça Exact. aussi qui a un impact sur le résultat que tu vas en tirer. Tu sais, ta variété, c'est peut-être juste de varier le nombre de sets, le nombre de répétitions, varier le tempo. Ça peut être il y a un paquet de choses que tu peux varier en gardant ton même mouvement pattern ou même ton même mouvement précis. Okay? Moi, quand je coach un athlète,
on commence une phase d'entraînement. Une phase d'entraînement, je les sépare tout le temps en 4 cycles. Puis ça fit selon les off-season, mettons hiver, été. Ça fit bien là-dedans. Puis ça me donne l'opportunité d'avoir une progression à long terme, sur 4 mois en général. Je commence la phase, je commence le premier méso de la phase. Les mouvements qu'on a, à moins qu'il arrive une blessure ou un autre type de contrainte, c'est les mêmes movement patterns que tu vas trouver du début à la fin de ton training. Mais ils vont être variés dans... Peut-être que ton dumbbell press va être alterné. Des fois, tu vas avoir une pause en bas, une pause en haut. Puis moi, je vais trouver les variations qui vont être les plus intéressantes par rapport aux adaptations que je veux target dans ce méso-là précisément pour que ça fasse du sens dans ma progression, dans ma phase. Puis la progression, ça c'est le dernier facteur qui est hyper important. Si tu veux faire des gains, il faut que tu aies une progression à quelque part. Dans le sens que de semaine en semaine ou de mois en mois, par exemple, en force, tu veux prendre de la force, il faut soit que tu bouges la même charge, mais plus vite. Il faut que tu bouges une charge plus grande ou que tu bouges la même charge pour un plus gros volume. Fait que plus de reps ou plus de séries. Je pense, rapidement, c'est les systèmes de progression les plus simples et les plus efficaces. There you go. Je pense que ça fait le tour. Ouais, mon sujet personnel ira une autre fois. Là, je vois qu'on s'étire, là, fait que ça ira une autre fois, mais qu'on reparle de training dans la prochaine épisode peut-être ou de la micro-série. Alright, so thanks. Peace. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.